On va s'attaquer aujourd'hui à un concept qui est à la fois fascinant et, il faut le dire, un peu inquiétant, l'égrégore. Ce qu'on pourrait appeler un prédateur mental invisible qui façonne nos sociétés sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Pour commencer cette exploration, il y a une question qui a l'air toute simple comme ça, mais qui est en réalité assez vertigineuse. Quand on pense, quand on ressent une émotion, est-ce qu'on agit en tant qu'individu complètement libre, ou est-ce qu'on ne fait que répondre à des courants bien plus profonds, bien plus vastes que nous ? Et en fait, cette interrogation, elle nous mène vers une idée assez puissante. L'idée qu'on participe tous, souvent sans le savoir, à la construction de véritables architectures mentales collectives. Des sortes de forces psychiques qui, une fois qu'elles sont créées, elles acquièrent leur propre vie et finissent par influencer notre réalité en retour. Alors cette force invisible, elle a un nom qui nous vient de traditions un peu anciennes, mais que la sociologie et la philosophie ont aussi exploré de leur côté, l'égrégore. Bon, concrètement, un égrégore, c'est quoi ? Imaginez une sorte de conscience de groupe, une entité qui naît de l'énergie de l'accumulation de toutes les pensées et les émotions partagées par des gens. Ça peut être l'esprit d'une nation, la culture d'une entreprise, ou même la ferveur qui anime un mouvement politique. C'est une force qui est bien réelle, même si elle n'est pas matérielle. Et ce qui est vraiment crucial de comprendre ici, c'est cette métaphore. Un égrégore, ce n'est pas une chose passive, pas du tout. Il a des besoins. Il doit être nourri par notre attention, notre foi, notre conformité. En gros, il se comporte comme un organisme vivant qui cherche avant tout à préserver sa propre existence. Et parfois, c'est à notre détriment. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Bien sûr, appartenir à un collectif, ça nous donne une identité, un sentiment de sécurité, c'est réconfortant. Mais il y a un prix à payer. Pour rester bien intégré dans le groupe, il faut souvent aligner ses propres pensées sur celles du collectif. Et donc, sacrifier une partie de sa souveraineté personnelle, de son esprit critique. Passons maintenant à la mécanique de construction. Comment est-ce que ces entités prennent forme? Comment elles se nourrissent? En fait, il y a principalement deux grands moteurs. On peut vraiment voir cette dualité à l'œuvre. D'un côté, on a ce qu'on appelle le rituel. Ça, c'est l'axe positif, c'est tout ce qu'on fait ensemble pour créer de l'harmonie, les cérémonies, les chants, les habitudes partagées. Et de l'autre côté, il y a le tabou. Lui, c'est l'axe négatif, c'est tout ce qui est interdit. Il maintient la cohésion du groupe par la peur d'être exclu, la peur de parler des sujets qui fâchent. L'un construit par l'action et l'autre, il protège par l'interdit. Alors, voyons un peu comment ces deux forces s'intègrent dans un modèle plus global. Une sorte de véritable usine à fabriquer du collectif. Ce modèle, il se déploie en 4 étapes assez claires. Tout part du substrat. C'est l'émotion brute, cette effervescence collective qui soude un groupe. À partir de cette fusion, naissent les habitus. C'est le contenu positif, les histoires qu'on se raconte, les pratiques qu'on imite. Ensuite, pour protéger cette belle cohésion, on met en place des tabous, des frontières négatives, invisibles, qui définissent ce qui ne se fait pas. Et enfin, le tout se cristallise dans le patrimoine, les mythes, les lois, les institutions, bref, tout ce qui ancre l'égrégore dans la durée. Et c'est là que le mécanisme devient redoutable. Une fois que ces 4 éléments sont en place, l'égrégore devient quasiment autonome. Il vit à travers les structures qu'il a lui-même créées et il continue d'exiger notre conformité pour se maintenir en vie. Peu importe qu'on soit encore d'accord ou non avec ces principes de départ. Alors, la question c'est, est-ce qu'on est condamné à être les esclaves inconscients de ces architectures mentales? Eh bien, pas forcément. Il semble qu'il existe une voie de sortie. La clé, en fait, c'est de faire une distinction fondamentale entre ce qui est de l'ordre du psychique et ce qui est de l'ordre du spirituel. Adhérer à un égrégore, c'est un phénomène psychique, de groupe. La vraie spiritualité, au contraire, c'est une démarche individuelle. C'est une démarche de transcendance, qui vise justement à s'élever au-dessus de ces conditionnements collectifs. Le chemin de la libération, il est exigeant, c'est sûr, mais il est clair. Ça commence par un vrai travail de conscience. Essayer de démêler, d'identifier les habitudes de pensée qui nous ont été transmises. Ensuite, il faut avoir le courage de questionner les interdits, ces fameux tabous. Et puis l'étape la plus difficile sans doute, aligner ses actions non plus sur ce que le groupe attend de nous, mais sur sa propre éthique, sur ce qu'on sent au fond de soi comme étant juste. Finalement, tout l'enjeu se résume assez bien comme ça. Sortir de l'emprise de l'égrégore pour pouvoir être spirituel. Il ne s'agit pas de rejeter toute vie en communauté, bien sûr, mais plutôt de choisir consciemment d'où vient son autorité morale. Est-ce qu'elle vient de l'extérieur, de l'égrégore, ou est-ce qu'elle vient de l'intérieur, d'une conscience souveraine ? Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, une question à emporter avec soi, dans nos actions de tous les jours, dans nos pensées et même dans nos silences. Quel égrégore nourrit-on ? Souvent sans même s'en rendre compte. La réponse pour chacun d'entre nous pourrait bien être surprenante.